voilà à peu près de quoi ça va parler. On va s'intéresser très rapidement à ce que c'est que la notion d'éducation thérapeutique, la notion de compétence. Je vais sans doute aller assez vite parce que je me suis aperçu qu'on avait en général beaucoup d'experts de la notion de compétence. Et après, on va s'intéresser directement à l'utilisation d'un référentiel de compétences et rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire quelle déclinaison on peut faire de ces référentiels de compétences dans la e-santé, dans la e-communication. Et ça sera à vous directement de bosser, ça sera plus à nous. Voilà, donc on va démarrer. Pour vous rapidement, c'est quoi éduquer? Vera. C'est vous, Vera? C'est aider à apprendre des nouvelles choses. Louise, elle était là-bas, Louise. Oui. C'est montrer comment faire. Éduquer, c'est montrer comment faire. D'accord. Francine, elle était là-bas. Francine, c'est vous, hein, Francine? Oui. Moi, je dirais éduquer, c'est aider la personne à acquérir des nouvelles connaissances, mais peut-être aussi acquérir des nouvelles façons de faire. De nouvelles connaissances, intégrer des nouvelles choses. Intégrer de nouvelles choses. Qui est-ce qui a des propositions à faire? Éduquer? Autonome. Le rendre autonome. Donner la capacité d'avoir un regard critique. Donner la capacité d'avoir... Éduquer, c'est donner la capacité d'avoir un regard critique. Qu'est-ce que vous en dites? Alors vous, c'est Carole, je crois. C'est gros, c'est bien. C'est gros. Non, mais c'est Oui, c'est gros. Pour moi, c'est enseigner. Enseigner, c'est éduquer. Alors, éduquer, c'est enseigner. Éduquer, alors comment vous faites la différence entre éduquer et enseigner? Ben, il y a un volet d'éducation. Il y a un volet, pardon. Je suis en train de manquer de très bon. J'ai l'impression. Et alors, on est vraiment pathétique, on vous laisse vous débattre. Et Christine se dit, je suis bien content que ce soit elle qui rame. Mais... Alors. Non, mais en fait, il y a une notion pédagogique, formelle. Dans Plus. quoi? Dans enseigner ou dans éduquer? Dans l'enseignement, mais dans l'éducation d'une certaine façon aussi. Je ne sais pas si ça vient du terme anglais education, mais moi, comme traductrice, j'ai toujours de la misère à traduire education par éduquer. D'accord. Parce que c'est pas juste ça. Et Panchika, vous en pensez quoi? Vous, c'est quoi pour vous éduquer? C'est pas mal tout ce qui a déjà été dit. Ouais. Nancy, vous en pensez quoi, vous, Nancy? Vous appelez plus Nancy? Oui, oui. Oui, c'est ça. Là, je sais pas, vous me regardiez. Avec un accent plus québécois peut-être, mais bon. Je suis à fond, je vous ferai remarquer. Je ne peux pas faire mieux. Je dirais c'est peut-être un peu comme les autres, d'enseigner quelque chose de nouveau en vue de peut-être changer un comportement ou de favoriser un comportement. Hélène? Quand je vois le mot éduquer, je Oui. trouve qu'il y a quelque chose de strict là-dedans. Je pense à un petit enfant qu'on éduque. On associe ça à l'enfance, l'éducation. On donne les bagages, le bagage, les outils, les connaissances, qu'après ça, ben, tu es capable de débrouiller. Pour moi, ça réfère à ça, la notion d'éducation. D'accord. Et Amélie, vous en penseriez quoi alors? Ben oui, en effet, peut-être outiller la personne à finalement développer des nouvelles compétences. Outiller, qu'est-ce que vous voulez dire par outiller? Ben, on donne un peu comme une boîte à outils. Voici ce qu'il peut y avoir besoin, puis peut-être qu'on peut aider cette personne-là à sélectionner ce qu'elle aurait besoin pour accomplir. Et c'est quoi comme outil dont vous parlez? Parce que moi, si vous voulez, je suis fils de maçon, donc tout de suite je vois des truelles et des burins, mais je suis pas sûr que ce soit ça que vous vouliez. Si. Oui, c'était imagé. Oui. Ben, éduquer, si on parle en changement de comportement, ça peut être, je sais pas, comment se fixer les objectifs, comment D'accord. acquérir des compétences ou rechercher de l'information. Sans leur donner la réponse, mais leur donner les outils pour transmettre. Transmettre. Savoir, savoir-faire. Transmettre, savoir, savoir-faire, savoir-être. Bien joué, Panchika, c'est un truc assez... Oui, c'est ça. Audrey, vous voulez rajouter quelque chose? Et pour moi, c'est pas seulement donner des connaissances, c'est aussi donner les moyens de les appliquer, d'engendrer un changement de comportement, les outils. Elle va pas lâcher l'affaire, Amélie. D'accord. Donc il y a quelque chose du côté de la transmission, quelque chose du côté de faire en sorte qu'ils puissent se les approprier. D'accord.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierrick, alors? Je vais te donner. J'aime pas le mot. D'accord. Voilà. Voilà. Oui, mais c'était le mot, donc. Voilà. Dans éduquer, il y a un petit peu autorité derrière. C'est forcé. Autorité. Moi, je préfère enseigner, former, apprentissage que éduquer. D'accord. Josiane, je n'ai plus qui c'était. C'était vous, Josiane. Mais moi, je suis dans la même ligne que aussi. Il y a une question de transmission, d'information, de savoir-faire pour éventuellement créer un comportement émergent. Donc, en fait, si jamais je comprends bien ce que vous proposez, il y a quelque chose du côté de la transmission que vous soulignez, c'est-à-dire éduquer, on va transmettre des choses, on va transmettre où aller chercher les choses. C'est un peu ça que vous soulignez quand même. Alors, je ne vous cache pas que Freud avait déjà souligné ça il y a quelques années, la difficulté à définir l'éducation. Il avait d'ailleurs dit que ça faisait partie des indéfinissables et qu'on le définissait souvent par rapport à ses synonymes comme enseigné. Une fois qu'on devait les distinguer, on était très très vite empêtré, on essayait de trouver des petites choses, quelque chose d'assez délicat à définir. Donc en général, quand on est très embourbé dans ce genre de choses définitionnelles, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir en étymologie, qu'est-ce que ça voulait dire avant? Avec deux racines. Éducare signifie nourrir des plantes, des animaux ou des hommes. C'est un processus exogène. L'éducation repose sur des apports extérieurs à l'individu. C'est tout simplement apporter de l'information, c'est nourrir, c'est ce que vous avez dit. On va apporter de l'information, on va donner des outils, voilà. On va alimenter. Il y a peut-être un deuxième point que vous avez peut-être un petit peu moins proposé, c'était la notion d'exducere, c'est-à-dire faire sortir des choses, faire sortir hors d'eux, conduire hors d'eux. Est-ce que ça vous parle, cette idée de sortir d'eux, aller chercher? Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Je vais peut-être vous raconter une histoire qui va peut-être vous permettre de comprendre où est-ce que je veux en venir. Pendant très longtemps, j'ai mis en place des programmes d'éducation thérapeutique que j'ai animés. Et la première de ces séances d'éducation thérapeutique, c'était des groupes de 4 séances, l'objectif c'était de prendre conscience de son propre trouble à travers le trouble d'autrui. En un mot, c'était un groupe de paroles dans lesquels les patients allaient pouvoir discuter et échanger. Mais il y avait une première consigne qui était « Racontez-moi votre dernière grosse crise d'asthme » parce que c'était des patients asthmatiques. Alors pourquoi racontez-moi votre dernière grosse crise d'asthme? Parce que souvent les patients qui font une crise ne sont pas asthmatiques, ils ont juste une crise. Et des patients qui vous disent « je suis asthmatique », on a déjà une modification de l'identité du sujet, donc un processus d'appropriation de la maladie, d'acceptation de la maladie. Donc c'est un groupe qui tourne et on a 5 personnes, je crois, c'est la première fois que ça démarre, que ce groupe se met ensemble et démarre. Donc il y a 2 dames qui parlent, et puis après il y a Sylvain qui va parler. Sylvain, il est ingénieur agronome, il est en banlieue bordelaise, il élève des vaches, voilà, et il fait des céréales. Voilà, un garçon d'un fait classique sur lequel il n'y a pas vraiment de grand chose à dire. Et donc Sylvain nous dit, moi ma dernière grosse crise d'asthme c'était il y a à peu près 2 mois. J'étais en train de préparer les semis sur mon tracteur, donc il était sur le tracteur en train de préparer les champs, et il dit j'ai la gorge qui m'a gratté, le nez qui m'a piqué. Alors j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai pris mon bronchodilatateur d'effet immédiat, j'ai attendu 10 minutes, c'est pas passé. J'ai repris mon bronchodilatateur d'effet immédiat, j'ai attendu 10 minutes, c'est pas passé. Alors j'ai repris mon bronchodilatateur d'effet immédiat et j'ai attendu les secours. Alors les soignants qui sont dans la salle vont tout de suite reconnaître que c'est très rare que les patients parlent de bronchodilatateur immédiat. En général, ils vous parlent de ventoline. Mais lui, il nous parlait vraiment de... En fait, il connaissait parfaitement la démarche à suivre en cas de crise. La démarche qui avait été apprise dans un petit dépliant qui avait été donné, et il la connaissait parfaitement. Le seul problème, Carole, c'est que nous, quand on a rencontré ce monsieur, quand il l'a rencontré 1 mois et demi plus tôt, en fait, il parlait plus du tout. C'est-à-dire que la crise d'asthme avait tellement évolué que l'air ne passait plus. Il avait les bouts de doigts qui étaient un peu colorés, parce que l'oxygène passait plus déjà depuis un petit moment dans le sang. Donc c'était quand même très très curieux que ce monsieur ait géré cette crise d'asthme comme ça pour avoir un résultat pareil. Est-ce que tout le monde me suit ou pas là? Ouais. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il fait Sylvain quand il a une crise d'asthme? Sauf Marie-Claude qui a repiqué, donc forcément ça l'a eu hier. Qu'est-ce qu'il fait Sylvain quand il a une crise d'asthme? Amélie, vous êtes pile poil dans la diagonale, je suis désolé. Sylvain, c'est lui qui perd du bon coup de la porte. Oui. Oui. Il sort son nucléaire, puis monsieur. Que vous êtes naïve, Amélie. Du parfum, Lise. Francine. Probablement, c'est ça. Il a suivi ce qu'on lui a dit de faire, mais il n'a pas regardé ses symptômes, voir si
ces symptômes étaient plus graves, que s'il y avait besoin de plus, que c'est juste ces 2 portes éventuellement. Ou bien il a pris le plus possible, puis il fait juste vous réciter le dépliant, mais finalement c'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. Non. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Dominique, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Il avait oublié son bronchodilatateur chez lui. Marc, en fait, tu as tout à fait raison, en fait, il fait rien. La première chose qu'il fait quand il y a une crise d'asthme, c'est du coping déni, c'est-à-dire qu'il fait comme si la situation n'existait pas. En pensant que si jamais vous modifiez votre perception du problème, le problème s'en va et c'est ce qu'il va faire pendant un certain laps de temps. Et puis au bout d'un moment, ça marche pas. C'est-à-dire que ne rien faire ne marche pas. Donc il va sortir son arme fatale. Donc il prend en fait un yaourt avec une cuillère à café de soufre, qui en général, il n'ingère pas correctement, ça part dans les bronches, et ça finit à l'hôpital. Vous savez pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'il est ingénieur agronome et qu'il élève des vaches et qu'il a déjà expérimenté ce genre de traitement et il a juste adapté la posologie. Les vaches, si vous voulez, quand elles font une infection respiratoire, ça va faire une espèce de déformation de la cage thoracique avec des sifflements exactement comme la crise d'asthme. Et le traitement, c'est 3 cuillères à soupe de soufre, 3 fois par jour pendant 5 jours. Il avait juste adapté la dose. Et en plus, la mamie, elle était bronchitique chronique. Et chez ces gens-là, à cette époque-là, on faisait brûler du soufre, ça leur donnait la sensation d'alléger l'air. Tout ce que je voulais vous dire par là, c'est que l'individu n'est pas vierge de connaissances, il sait forcément des choses. Et si vous n'allez pas chercher ce qu'il sait avant de transférer quelque information que ça soit, elle risque soit de passer à la côté, soit de rentrer dans ce qu'on appelle un phénomène de dissonance cognitive. C'est exactement ce qui s'est passé. Il vous raconte exactement ce que vous voulez savoir, mais ça n'a eu absolument aucune incidence sur son comportement. Donc comme quoi transférer de l'information tout en pensant que finalement la personne ne sait rien, vous allez passer complètement à côté de ce que vous vouliez faire. Ça c'est vraiment fondamental en éducation thérapeutique. Alors vous allez me dire, ça prend des fois beaucoup de temps. J'ai raconté hier l'histoire en fait d'une régulation en hôpitaux, donc sur des prises en charge d'équipes en éducation thérapeutique, où il y a des mises en place de programmes d'éducation thérapeutique au sein des équipes. Et donc là, toute l'équipe avait été formée. Et il y avait une interne dans cette équipe qui était un peu plus maligne que les autres. Mais vraiment, elle était super futée. Elle avait tout de suite pigé l'éducation thérapeutique. Elle était très vite rentrée dedans. Et donc j'étais là-bas pour faire de la régulation. Donc j'arrive là-bas. Et ils étaient occupés, ils étaient en staff. Et au moment où j'arrive, je m'installe. Et il y a une dame qui arrive aussi dans la salle d'attente et qui est super agitée, bronchique. Elle se lève, elle s'assoit, elle se relève, elle attrape un papier, elle repart, elle revient, elle remonte, elle redescend dans le sac, elle va aux toilettes, elle revient, elle arrange la... Ça dure comme ça, elle fait vraiment quelque chose à vous donner le tournis. Et puis tout à coup, l'interne arrive, celle qui est un peu futée. Et alors là, la dame qui était assise à côté de moi se lève, se rue sur elle, elle prend un papier, elle lui dit « Docteur, j'ai les examens que vous m'avez demandé, j'ai les résultats, qu'est-ce que vous en pensez ?» Qu'est-ce que va faire l'interne? Qu'est-ce que fait l'interne? Du boulot? On peut pas ouvrir. Suivez-moi dans mon bureau, on va aller regarder ça ensemble. Pas loin. Hélène, vous êtes dans la diagonale, je suis désolé. Je vais changer après, ça va tomber sur Claire. Préparez-vous, Claire. Je suis embêtée, je sais pas. Il faut dire qu'on c'est un contexte français. Bien joué, Hélène. Claire, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, cette interne? Vous appelez plus Claire? Lise? Non, si Claire. Vous appelez pas Claire? Oui. Non, Guylaine. Guylaine, mais j'ai noté Claire. En fait, ici, interne, ça se traduit par résidente. Ah, résident. Voilà. Résident. Interne, c'est pas pareil. Merci, Marc. Alors, Guylaine? J'aurais validé mon statut, puis ensuite j'aurais dit à ce D'accord. L'interne, elle va juste lui rendre le papier, elle va lui dire « Et vous, vous en pensez quoi ?» Et vous, vous en pensez quoi? Vous avez lu le papier, il y a les normes, il y a les chiffres qui ont été notés, il y a les valeurs à côté. Vous, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste reconnaître qu'elle sait quelque chose. Et avant d'asséner des informations, avant de transférer des informations, partir de ce qu'elle sait, elle sait forcément des trucs. Et vous comprenez que la relation de partenariat, la relation de confiance, la relation de construction, elle n'est plus du tout la même quand vous reconnaissez l'autre comme porteur d'un savoir, comme porteur de connaissances, comme porteur de valeurs, et que vous allez reconnaître purement et simplement.
Donc comme vous voyez là, dans la définition de l'éducation thérapeutique, on a quelque chose du côté de la sensibilisation et de la formation avec la notion de compréhension. Donc on a une grosse part d'information en éducation thérapeutique, on a une grosse part de communication, mais bien sûr c'est beaucoup plus large que la communication. Et on a un autre dispositif en France qui est qu'en plus des définitions de l'OMS, que vous voyez ici, on a en plus une définition légale de ce que c'est que l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a une loi de santé publique qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui nous précise très clairement ce que c'est que l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire une éducation qui a pour objectif de rendre le patient le plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit, en améliorant la qualité de vie, en soulignant qu'elle n'est pas opposable aux malades et qu'elle ne peut en aucun cas conditionner l'accès aux soins. En pratique, il y a une grande vertu, on est en train de travailler beaucoup là-dessus en Amérique du Nord, beaucoup plus qu'en France, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. En pratique, on met l'accent de plus en plus sur la valeur du récit du patient par rapport à sa propre maladie. William Osler, qui était le grand maître de la médecine anglo-saxonne, William Osler disait « Écoutez bien ce que... » il disait à ses étudiants en médecine, « Écoutez bien ce que le patient vous dit en rentrant dans votre bureau, parce qu'il vous donne le diagnostic. » C'est pas tout à fait aussi simple, mais il y a une chose qui est certaine, qui rejoint tout à fait ce que dit Jérôme ici, c'est que la façon dont le patient raconte sa maladie donne des informations extrêmement importantes sur ce qui est important pour lui dans sa maladie. Une petite anecdote, j'étais à McGill au printemps dernier, il y avait des simulations de patients, c'est-à-dire que les étudiants, on les met face à un acteur qui joue le rôle d'un patient, et on met un étudiant face à un acteur qui vient, c'est un type qui a 48-50 ans, et à qui l'étudiant en médecine, le résident, doit annoncer qu'on lui a trouvé une leucémie. Une bonne leucémie, c'est-à-dire une leucémie qui se soigne, et donc il vient de recevoir les documents, et le patient arrive, et sa mission, donc, c'est de lui annoncer qu'il a une leucémie. Alors il rentre, il s'assied, on était dans une cabine pour regarder, il rentre, il s'assied, le patient est là en train de l'attendre, et puis il lui dit « Bonjour monsieur Smith », enfin je peux lui dire son nom, « Comment allez-vous » Et monsieur Smith lui répond « Je vais très bien, ma femme est enceinte, c'est notre premier enfant. » Alors évidemment, le pauvre étudiant qui devait annoncer au type qu'il avait une leucémie, il était comme ça. Bon, donc il commence à lui annoncer la couleur, et l'acteur lui dit « Comment ça, j'ai une leucémie, mais ça se soigne ?» Alors il dit « Oui, ça se soigne. » Il dit « Mais est-ce que je peux la transmettre à mon fils ?» L'étudiant en médecine dit « En principe, non. » Comment ça, en principe, non? Est-ce que je peux la transmettre à mon enfant? Je m'arrête là, parce qu'on pourra en parler des heures. L'idée étant que ce que le soignant, au sens large, a à transmettre comme information au patient, n'est pas du tout forcément structuré hiérarchiquement dans l'esprit du patient comme il l'est dans l'esprit du soignant. Ce qui était important pour ce soignant, c'était de dire, vous avez une leucémie, voilà le protocole thérapeutique, c'est plutôt pas mauvais parce que ça se soigne, il y a 90%. Le patient, il s'en foutait complètement de tout ça. À ce moment-là, sa préoccupation, c'était quoi? C'est, je veux pas que ma femme se fasse de soucis, donc il ne faut pas lui dire, et je veux savoir si c'est quelque chose que je peux transmettre à mon gamin. Et donc, c'est pour ça que je reviens sur la notion de récit du patient. Le patient, quand il raconte son histoire, vous indique, et ça on apprend à l'écouter, c'est pas quelque chose qu'on entend tout de suite, mais qu'on finit par comprendre, il vous indique quelles sont ses valeurs. Et ce sont ces valeurs qui vont conditionner, comme dans l'histoire du patient asthmatique qui prenait le traitement qu'il donnait à ses vaches, ce sont ces valeurs qui vont conditionner, premièrement, la manière dont il perçoit la façon dont il devrait se soigner et ce qui est prioritaire pour lui. Et deuxièmement, la valeur relative des informations que vous allez lui apporter. Parce qu'effectivement, si elle rentre en conflit avec ses valeurs propres, et si ces conflits n'est pas discuté, n'est pas mis à plat, n'est pas discuté par le soignant avec le patient pour voir s'il y a un conflit ou pas, il va le mettre de côté. Dernier exemple, pour vous illustrer ça, à une époque, je traduisais les bulletins des médicaments essentiels de l'OMS, et il y avait des témoignages de soignants de terrain, c'est-à-dire ça pouvait être des infirmiers, ça pouvait être des assistants de santé, enfin c'était pas des médecins, qui allaient dans des coins extrêmement reculés pour enseigner par exemple aux mères
comment faire en sorte pour se débarrasser des amibes qu'il y avait dans l'eau, qu'elles mettaient dans le biberon ou qu'elles donnaient à leur enfant. Et disait, dans certains villages des Andes, si vous vous amenez en disant il y a des amibes dans l'eau, les gens, ils savent pas ce que c'est que des amibes. Si en revanche, vous écoutez le chaman qui dit les maladies sont provoquées par des esprits, et que vous leur dites, dans ton eau, il y a des esprits qui vont rendre ton enfant malade. Il y a un moyen très simple de chasser les esprits, c'est de faire bouillir l'eau. On respecte leurs croyances. On leur donne une explication à laquelle ils croient, parce que si on met la main dans l'eau bouillante, on s'en va, donc c'est pareil, l'esprit, il n'aime pas l'eau bouillante. Et on règle le problème de santé. Sans avoir à rentrer en conflit avec les valeurs. Alors c'est un exemple extrême, c'est-à-dire que là, on est dans des populations qui n'ont pas de notion de biologie, etc., si vous leur assénez des notions de biologie. Enfin. Mais c'est la même chose dans des populations qu'on considère, nous, comme éduquées, c'est-à-dire dans des pays comme le Canada, où nos croyances personnelles interfèrent avec les notions scientifiques que nous voulons donner aux gens. Et donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. C'est très important, et il y a des formations et des bouquins là-dessus, c'est très important de faire très attention au récit que le patient fait de sa propre maladie ou de sa perception de la maladie. Parce que ça vous donne des informations très importantes aussi pour savoir où est-ce que vous risquez de rentrer en conflit ou où est-ce que vous risquez d'abonder dans son sens et de l'aider à prendre une information qui va lui servir. Voilà, merci. Alors rapidement, pour vous, c'est quoi une compétence? Une capacité de faire quelque chose. Capacité de faire quelque chose. Quelqu'un d'autre que je regarde voudrait-il répondre, par exemple? Un savoir. Je dirais comme l'amalgame des deux, c'est le savoir qu'on a, puis c'est comme d'être capable de le mettre en pratique, de l'utiliser. L'utiliser. Utiliser la connaissance dans le bon contexte et utiliser les bonnes ressources qu'on peut. Dans le bon contexte, dans les bonnes ressources. La capacité de bien faire quelque chose. Et c'est quoi pour vous une performance alors? Mais c'est une... Non, mais c'est... c'est pas le sujet, bien, bonne réponse. Dans la performance, il y a du rendement. Dans la performance, il y a du rendement. Une habileté. Une habileté. Une légitimité. Une légitimité. Oui, je vous en prie, Sabrina. Mais peut-être un amalgame des aptitudes et connaissances nécessaires dans un domaine donné. Dans un domaine donné. Il faudrait parler un peu plus fort, Sabrina. D'accord. C'est contextuel, je dirais. Merci. Moi, la compétence, il faut que je l'examine à travers un contexte en particulier. Alors, parce que je peux avoir des habiletés, mais que je ne peux pas nécessairement les transférer dans un autre contexte. Alors, la compétence, elle doit être encadrée dans un milieu ou dans un contexte. Bon, alors, on va pas tourner en rond pendant très longtemps. Alors, je vous cache pas que ça a été très intéressant pour moi de travailler là-dessus. Je travaille beaucoup sur la notion de compétence. Et j'ai été très très surpris de la différence qu'on peut trouver entre les Québécois et les Français là-dessus, où chez nous ça fait pas si longtemps que ça qu'on est en train de s'énerver avec ces concepts-là, alors que chez vous c'est vraiment très très facilement rentré. Pendant très longtemps en France on a parlé de cette expression de déno, un ensemble de savoir, savoir-faire, savoir-être, qui permettait d'exercer convenablement un rôle, une fonction, une activité, et comme vient de le souligner Lise, on s'est très très vite aperçu que ceci n'avait pas de sens si jamais ça n'était pas contextualisé. C'est-à-dire qu'en dehors du contexte, il n'y avait pas forcément de compétences. Alors cette définition, elle tourne encore énormément, et en fait on commence peu à peu à l'abandonner. Bon, c'est 88, hein, c'est déjà plus très très récent. Merrieux avait quand même enfoncé le clou avec cette notion de champ donné. Wygotsky en fait avait renforcé encore cette situation-là, pour finalement se retrouver avec un chercheur québécois, Philippe Jodart, qui considérait lui la compétence comme un processus permettant la mise en synergie de ressources dans une situation professionnelle, c'est-à-dire des savoirs, des habiletés ou des capacités, des ressources à dimension normative, c'est-à-dire les attitudes, les valeurs, les normes, le rapport au savoir. Tout ça, en fait, ça vient fonctionner dans la compétence. Et il résume ça en disant, voilà, la compétence, c'est la mise en situation dans un contexte déterminé d'un ensemble
diversifiée et coordonnée de ressources pertinentes permettant la maîtrise de la situation. Ça englobe aussi quelque chose du côté de la performance. Alors c'est un chercheur très intéressant parce que vous savez qu'on a souvent tendance dans la recherche en sciences sociales à créer des définitions sur les définitions. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé toutes les définitions qui existaient, il en a relevé en tout 27, il a regardé tout ce qui était commun, et il a sorti tout ce qui était un petit peu contingent de certains auteurs, ce qui lui a permis de formaliser ce travail-là, donc pour connaître ce travail de synthèse remarquable. Sur les critères de performance, je vais aller très très vite parce qu'on voit très bien que vous êtes super à l'aise avec ces questions-là. Donc c'est l'idée que la compétence ne se donne jamais à voir complètement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un morceau qui vous échappera de la compétence, bien évidemment. Ça semble évident. Qu'elle est indissociable de l'activité du sujet, de la singularité du contexte dans lequel elle s'exerce. C'est-à-dire qu'on est compétent dans une situation. En dehors de la situation, ça ne fonctionne pas. Qu'elle est construite et évolutive. Alors ça, c'est une notion qui me semble très importante. C'est-à-dire qu'elle est à la fois consommatrice de savoir et productrice de savoir. Vous allez devoir mobiliser le savoir pour pouvoir en fait réaliser une action, et à mesure que vous allez la réaliser, vous allez fabriquer de nouveaux savoirs qui vont s'imbriquer, s'implémenter dans les autres comme ça. Donc ça, c'est une dimension très intéressante de la compétence, et elle comporte une dimension métacognitive, avoir une réflexivité, c'est-à-dire vous dites, attends, là il s'est passé ça, Marc a dit ça, pourquoi j'ai fait ça? C'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé et essayer d'en décliner en fait une règle de fonctionnement qui vous donnera après une nouvelle règle pour pouvoir fonctionner derrière. C'est juste ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir analyser votre propre pratique pour pouvoir en édicter des lignes de conduite, c'est-à-dire une espèce de métacognition, quelque chose qui vous permet de construire du savoir sur ce que vous faites. C'est bon? Et donc, bien sûr, la compétence, elle est collective, c'est-à-dire qu'on n'est pas compétent tout seul, il va falloir aussi mobiliser les éléments des autres individus. Là, je vous ai fait un super tableau qui est un prompteur, qui vous fait une synthèse de tout ce qu'on vient de dire sur la compétence, comme en fait on m'a demandé de transmettre mes supports de formation, j'ai fait une petite synthèse de façon à ce que vous les ayez si vous en aviez eu besoin, mais je pense que vous n'en aurez pas besoin. Alors, en fait, vous avez tous des référentiels de compétences, et surtout en fait en Amérique du Nord, vous avez une logique de référentialisation qui est très élaborée depuis plusieurs années. Ça fait très longtemps que vous avez abandonné la logique de qualification pour vous installer dans la logique de compétences. Et en général, vous mobilisez 4 types de référentiels. Le référentiel métier, qui décrit en fait le métier d'infirmière, le métier de médecin. Ça fait quoi une infirmière? En plus, vous avez différents niveaux entre guillemets chez l'infirmière. Ou chez le médecin, ça fait quoi un médecin? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les référentiels de compétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est censé savoir, mobiliser, être capable de faire pour pouvoir exercer ce métier. Ensuite, vous avez les référentiels de formation. C'est quoi les enseignements, les dispositifs que je dois proposer pour qu'ils puissent acquérir ces compétences, pour qu'ils puissent exercer ce métier. Et vous avez après les référentiels de certification qui vous permettent en fait de labelliser un petit peu tous ces dispositifs. Alors ça, vous voyez, ça marche bien quand on a un métier. Mais quand on n'a pas de métier, ça commence à se compliquer très très rapidement. Et nous, c'est ce qui nous intéresse dans l'éducation thérapeutique, c'est que l'éducation thérapeutique, du moins en France, comme en Belgique, comme en Suisse, comme en Italie, comme en Espagne, comme dans beaucoup de pays européens, l'éducation thérapeutique, ce n'est pas un métier, mais c'est plutôt des compétences qui sont intégrées dans différents métiers. C'est-à-dire que l'éducation thérapeutique, c'est une activité transversale qui va concerner le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, le dentiste, le pharmacien. Ça va concerner tous ces professionnels-là, mais ce n'est pas un métier, d'où la grosse difficulté d'élaborer un référentiel de compétences qu'il ne s'adresse pas à un métier. Concrètement, vous allez aller voir qui pour faire votre référentiel de compétences? En général, vous avez 2 grosses méthodes. La première, c'est la conférence de consensus d'experts. C'est intéressant. C'est pas toujours très fonctionnel. La deuxième, c'est partir sur ce qu'on appelle l'analyse de l'activité, c'est-à-dire aller voir les individus directement pour savoir qu'est-ce qu'ils font quand ils font de l'éducation thérapeutique ou la chose qui vous intéresse. Et en fait, avec des entretiens d'analyse systématique du travail, on va pouvoir décortiquer cette activité et en fait la formaliser après en activité, en compétences. Donc qui est-ce que vous iriez voir pour faire un référentiel de compétences en éducation thérapeutique? Toi. Non. Bien joué. Moi, j'irais voir des associations de patients. Bien joué. Qui d'autre?
Alors en fait, on s'est très vite pris les pieds dans le tapis parce qu'on est parti comme ça. C'est-à-dire qu'on est parti sur des entités et en fait, on s'est retrouvé en fait avec une palanquée d'entités. Donc ça va être très vite compliqué. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va lâcher cette logique d'individu ou d'institution et on va partir sur des logiques de lieux. C'est quoi les lieux en France dans lesquels on fait de l'éducation thérapeutique? Et une fois qu'on a identifié ces lieux, on va aller voir qui est-ce qui intervient réellement en éducation thérapeutique. Et ça nous a permis d'appréhender tout un tas d'acteurs auxquels on n'aurait pas pensé et d'appréhender tout un tas de pratiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc voilà à peu près comment on s'y est pris. Bon, je vous fais grâce de la méthodologie dans le détail, juste vous dire qu'en fait on a essayé de repérer tous les lieux possibles, décrypter le plus grand nombre de pratiques possibles. On a réalisé 78 entretiens individuels, 5 collectifs, et après on a comparé ça avec des pays qui faisaient exactement la même chose que nous, versus des pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas, dans lesquels l'éducation thérapeutique a été structurée autour d'un métier. Alors c'est assez intéressant, hein. Vous allez voir par exemple le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un professionnel qui est responsable de l'éducation thérapeutique, tous les autres s'en lavent les mains. Et en France c'est un peu l'inverse, comme c'est la responsabilité de tout le monde, la responsabilité de personne non plus. C'est un peu les deux derrière. Alors, souvent en fait on critique les Français en disant bon voilà, vous croyez toujours les meilleurs et puis vous faites toujours des trucs super et puis en général c'est trop tard, une fois que vous avez fini votre travail on ne peut plus rien dire. On s'est un peu méfié de ce reproche qu'on nous fait souvent. On a fait une première analyse des entretiens, on a fait un prototype, on a donné ce prototype aux gens qu'on avait interviewés, qu'on avait enquêtés, qui ont donné leur avis pour voir s'ils s'y reconnaissaient. Une fois qu'on a fait ce boulot-là, on a eu un deuxième prototype qu'on a mis sur Internet en lançant un grand appel à communication. Tous les gens qui voulaient donner leur avis, dire pourquoi ils n'étaient pas contents, pourquoi ils trouvaient ça bien, qu'est-ce qu'ils feraient à notre place, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, ont eu la possibilité de le faire. Et en plus, on a mis en place des ateliers d'animation, ce qui nous a permis de faire un produit à peu près finalisé, construit, concerté, co-construit. Bon, ce que ce travail a permis de montrer, c'est que le fonctionnement de l'éducation thérapeutique en France, c'est pas en fait une seule fonction, mais c'est 3 fonctions. Pour que ça fonctionne, il va falloir articuler trois types d'activités. Le travail d'éducation thérapeutique directement avec le patient, tous les praticiens, quels qu'ils soient, infirmiers, soignants, qui vous voulez. Les coordonnateurs, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que quelqu'un coordonne toute cette action pour qu'elle ait un sens. Et puis après, il y a quelqu'un souvent qui va être là pour instiller des politiques au niveau d'un région ou d'un bassin de vie. Et on va trouver bien sûr des situations caractéristiques et emblématiques pour l'ensemble des fonctions qu'on a trouvées, le praticien, le coordonnateur, le pilote. Et le référentiel de formation, Carole, le référentiel de compétences plutôt, c'est souvent un document qui va s'articuler du moins dans notre conception, les situations, les activités, quelles sont les activités que vous allez mettre en place pour régler cette situation, pour intervenir dans cette situation, leur finalité bien sûr. Quand je fais cette activité, c'est donc quel but? Si jamais ça sert à rien, vaut mieux arrêter. Les compétences nécessaires, les ressources nécessaires, c'est-à-dire quelle connaissance, quelle méthode, quelle technique, et les facteurs de contexte à prendre en compte. Moi, je voudrais juste compléter ce que dit Jérôme avec 3 remarques et puis vous faire un tout petit brainstorming, mais de 3 minutes. Quand on est face à des patients, parce qu'en pratique c'est ça le problème, c'est qu'on va être face à des patients, et puisqu'on est dans l'e-santé, on sait qu'on va être face à des patients sous des formes diverses. Ça peut être le courriel, ça peut être le chat, ça peut être Skype, ça peut être n'importe quoi. Et moi je crois qu'il y a une question qu'il faut se poser et qu'il faut poser aux patients d'une manière ou d'une autre, c'est quel est votre mode de communication préféré? Parce que si vous proposez, et il faut se poser la question de savoir quel est le nôtre aussi. Par exemple, moi, pendant très longtemps, j'étais infoutu capable d'appeler quelqu'un au téléphone si je ne connaissais pas la personne qui était en face. Je ne pouvais pas lui demander quelque chose si je savais qu'elle ne savait pas qui j'étais. Bon, après, quand je disais je suis le docteur machin, c'était plus facile, mais parce que ça me donnait une sorte de poids, mais j'avais ce blocage qui est d'ailleurs fréquent chez beaucoup de gens. C'est difficile de téléphoner à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui ne vous connaît pas pour lui demander quelque chose. Paradoxalement, c'est plus facile de lui écrire par courriel, parce qu'il n'y a pas de contact direct. Donc, la première question que vous devez vous poser toujours, c'est quel est le mode relationnel préféré de ce patient? Et si vous ne le savez pas, dites-lui, est-ce que cette forme de communication vous convient, ou est-ce que vous en préféreriez une autre?
Parce que si vous vous échinez, par exemple, à communiquer avec un patient pour lui donner des informations sur un mode de communication qui ne lui va pas, il ne vous le dira peut-être pas, vous le sentirez peut-être pas, surtout si c'est pas par courriel, par exemple, et puis vous passez à côté des choses. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, qui est aussi très importante, c'est il faut essayer d'apprécier et toujours garder à l'esprit, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut aborder tout de suite, quel est le degré de confidentialité que le patient vous demande. Et il peut ne pas être conscient de ce degré de confidentialité. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais beaucoup de questions. Pendant très longtemps, j'avais des questions sur la contraception. Et j'ai découvert que, par exemple, je recevais une question. Est-ce que vous pouvez me dire si telle pilule est dangereuse dans telle situation, etc. Puis, au début, je répondais directement. Après, j'ai pris l'habitude de dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me posez cette question précise? Parce que parfois, j'avais la surprise de constater que la personne qui posait la question n'était pas la personne concernée. Par exemple, c'était la fille de 14 ans d'une femme maghrébine, parce que c'était en France, qui ne tapait pas sur l'ordinateur, sur l'Internet, qui ne voulait pas aller le demander à son médecin, et qui avait demandé à sa fille de poser la question au type qui lui répondait aux questions là-bas, je ne sais pas où. Donc, est-ce que la question vous concerne, vous? Est-ce que vous êtes l'intermédiaire pour la question? Surtout si c'est dans des modes de communication indirects, vous n'êtes pas au téléphone, etc. Pour qui me posez-vous la question? Parce que c'est peut-être pas la même. Je vais peut-être pas vous donner une réponse adaptée si je ne sais pas à qui je réponds. Et aussi, je vous donne une réponse. Quel est le degré de confidentialité que vous voulez? C'est-à-dire, jusqu'à quel point est-ce que vous êtes prêt ou prête à me donner des informations sur vous, surtout quand il s'agit quand il s'agit de communication indirecte comme le courriel, ou etc. Mais ça peut être vrai en entretien. Hein. Moi, je pars de l'idée, enfin, c'est une idée sur laquelle je travaille depuis très longtemps, c'est que les soignants n'ont pas, pour des raisons éthiques, n'ont pas à exiger de connaître tous des gens qui sont en face d'eux. Ils n'ont pas à leur demander de dire la vérité. On n'a pas besoin de connaître le nom, l'identité, le statut, etc. des gens pour les soigner. Et on n'a pas à l'exiger non plus. Parce qu'ils peuvent très bien vouloir se faire soigner sans dire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les soigner. Et ce n'est pas une condition pour les soigner. Parce qu'autrement, ça veut dire que nous leur dictons les conditions dans lesquelles nous sommes confortables pour les soigner. Non. Non, ils doivent pouvoir nous mentir sur certaines choses. Le plus souvent d'ailleurs, ce n'est pas sur les choses... Regardez l'exemple que nous a donné Jérôme tout à l'heure. Le type qui disait oui, quand je fais une crise, je fais ça. Ben non, c'était pas vrai. Il y a un très bon épisode de House aussi là-dessus, sur le fait qu'un type dit j'ai été mordu par un serpent, ils essayent de le soigner avec du venin de serpent, il n'a pas du tout été mordu par un serpent, il a été mordu par son chien, qui a mordu déjà des gens 2 fois, et s'il dit qu'il a mordu une 3e fois, on va le tuer le chien. Donc il ne dit pas que c'est son chien. Et du coup, il manque de claquer parce qu'il n'a pas dit que c'était son chien qui l'avait mordu. Vous voyez, le problème, il est là. C'est toujours garder à l'esprit que les gens peuvent ne pas nous dire la vérité. Et qu'on est quand même obligé de les soigner et de se dire, peut-être qu'il ne me dit pas tout. Peut-être que je ne peux pas exiger de lui qu'il me dise tout, mais que je peux essayer de comprendre pourquoi il ne me dit pas tout. La 3e remarque que je voulais faire, c'est qu'il faut, de la même manière que Christine l'a soulevé tout à l'heure, il faut absolument se poser la question, quand nous intervenons de façon directe ou indirecte avec des patients, est-ce que c'est notre mode de communication favori? Moi, je suis très à l'aise dans les courriels, dans le chat. Si un patient me demandait de parler sur Skype, ça ne me poserait pas de problème. Je sais qu'il y a des soignants qui ne sont pas à l'aise avec le chat, qui ne sont pas à l'aise avec le courriel, qui ne sont pas à l'aise avec Skype. Il faut bien entendu en tenir compte, c'est-à-dire pas forcément les forcer à faire quelque chose comme ça s'ils ne sont pas à l'aise, mais au contraire exploiter leur capacité dans d'autres méthodes de communication. Et je voudrais terminer donc par mon petit test. Je vais vous donner 3 exemples de messages que j'ai pu recevoir pendant 10 ans. Et je vais vous demander quel est le point commun entre ces 3 messages. Le premier type de message, c'est « J'aimerais avoir des renseignements sur telle maladie. Connaissez-vous, docteur, connaissez-vous la maladie de truc muche machin? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Comment ça se soigne, etc. » Le deuxième type de message, c'est « J'aimerais changer de traitement. » Moi, le plus souvent, c'était « J'aimerais changer de contraception. Je ne supporte pas ma pilule. Il faut que je change de pilule. Qu'est-ce que vous me conseillez? » La 3e question, c'était « Je cherche un spécialiste ou un service hospitalier qui s'occupe de ça. » Alors, la première remarque que je voudrais faire, avant de vous passer la parole, la première remarque que je voudrais faire,
c'est que vous allez, on va recevoir de plus en plus on reçoit de plus en plus des questions de ce type-là. Hier, il a été dit à la table ronde quelque chose de très important, c'est notre collègue pharmacien qui l'a dit. Il a dit, les questions vont être posées, il faut qu'on soit là pour y répondre. On ne peut pas toujours répondre de façon exhaustive à une question comme celle-là, mais il faut en tout cas être là pour montrer qu'il y a des professionnels de santé qui peuvent recevoir la question, qui la prennent au sérieux, qui l'entendent, et qui ne la rejettent pas en disant non, allez voir votre médecin traitant. Voilà. Non, il faut qu'on puisse donner une réponse à la question. Donc, à votre avis, quel est le point commun entre ces trois questions? Il y a un point commun, qui est d'ailleurs commun à toutes les questions que vous posez. La première, c'était des informations sur une maladie. Je veux des informations sur la maladie de truc machin. 2, je veux changer de traitement, qu'est-ce que vous me conseillez de traitement? Et 3, je cherche un service spécialisé ou un spécialiste de telle chose. J'ai une préoccupation par rapport. Dans les trois, c'est des préoccupations par rapport à une maladie, par rapport à quelque chose. Par rapport à oui, mais quel est le point commun de la question elle-même? C'est une orientation. On ne connaît pas la raison. J'ai envie de leur dire pour chacun, de leur reposer une question de pourquoi. D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez envie de leur poser la question pourquoi vous me demandez ça? C'est-à-dire qu'il y a un bris de confiance quelque part, ou une frustration, ou... Le point commun, c'est que ce sont des prétextes. C'est une formulation qu'on vous fait parce qu'on pense que c'est une question acceptable pour vous. Et que vous, si c'est suffisamment vague, vous allez accepter que la question a une validité. Et là, ça sous-tend quelque chose de très important, c'est que les gens qui s'adressent aux professionnels de santé ont 2 types de sentiments en général, pas forcément très manifestes, pas forcément très excessifs, mais enfin qui sont présents, c'est la peur et la culpabilité. Ils ont peur et ils se sentent coupables ou indignes ou tout ce que vous voulez, enfin en tout cas ils se sentent en situation d'humiliation, etc., parce qu'ils sont malades ou parce que quelqu'un est malade ou parce que... Par conséquent, ils s'adressent à vous en masquant leurs préoccupations, qui est beaucoup plus précise que ça, derrière une question générale. Et c'est une façon de se présenter à vous en disant « Voilà ma question, bon, elle est peut-être pas très... mais est-ce que vous voulez bien vous occuper de ma question et donc de moi ?» Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas nécessaire de vous focaliser sur la question. C'est plus important, effectivement, de dire « Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu ? Est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire ?» Moi, quand j'étais en consultation, avec les gens rentraient, la phrase que je disais 2 phrases. Je disais « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et après, je me suis rendu compte que c'était même encore un peu trop directif. Donc après, à la fin de ma pratique médicale, j'ai terminé en 2008 et puis depuis je ne pratique pas parce que je suis ici, mais à la fin de ma pratique médicale, la question que je posais, je ne disais pas de questions, en fait, je ne posais pas de questions, je m'asseyais, je faisais asseoir les gens, je m'asseyais et je leur disais « Racontez-moi ». Tout le monde comprend. J'ai jamais vu personne ne pas me raconter quand je dis « racontez-moi ». Mais du coup, ça leur permet de dire exactement pourquoi ils sont là. Parce que si vous leur dites « racontez-moi », ça veut dire « parlez-moi de vous et de la raison pour laquelle vous êtes là ». Donc c'est juste si vous voulez, une petite réflexion que je vous fais pour bien que vous gardiez à l'esprit que nos compétences et la façon dont on met en œuvre nos compétences sont importantes, mais in fine, de façon très pratique, on va être obligé d'utiliser un langage qui est un langage extrêmement simple, extrêmement direct, pour permettre justement aux personnes qui sont en face de nous d'être eux aussi directs et de ne pas tourner autour du pot pour essayer de voir si c'est acceptable qu'ils nous présentent leurs problèmes. Si vous leur dites « racontez-moi », implicitement ça veut dire « bah oui, dites-moi qui vous êtes, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc. » C'est acceptable. Quoi que vous ayez à me raconter, c'est acceptable. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire, parce que ça replace un petit peu tout ce qu'on a dit dans un contexte plus immédiat. Si vous avez des questions, je ferai d'y répondre, mais vous avez peut-être envie de rentrer chez vous. Au niveau du timing, On est bien. On est bien, oui, c'est bon. Une heure et demie encore. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce que le fait que les gens le formulent, c'est sûrement pas que ça, mais
qui formule une question un peu générale, c'est aussi parce qu'ils ont intégré l'idée qu'on ne peut pas faire de la consultation en ligne. Parce que je regardais, il y a par exemple des forums créés par des médecins ici, comme le forum Elodoc, et à chaque fois que les gens posent une question comme ça très précise, où j'ai telle problématique, etc., on leur dit on ne peut pas faire de la consultation en ligne. Et alors du coup ils reformulent, et puis du coup ils arrivent à des questions aussi un peu. Est-ce que ça se pourrait que les gens aient intégré ça aussi? C'est absolument vrai, c'est-à-dire que plus vous êtes restrictif, et ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire, plus vous êtes restrictif dans votre approche a priori en disant non, on ne fait pas de consultation en ligne, et plus les gens vont précisément prendre du recul, mais aussi plus ils vont tourner autour du pot. Et à mon avis, c'est une mauvaise méthode. Il vaut mieux, de mon point de vue, créer deux types d'interaction. Les forums dans lesquels on dit dans les forums, on ne donne pas, pour des raisons de confidentialité, et ça on peut l'expliquer et les gens vont comprendre, nous préférons répondre à des questions générales dans les forums. Si vous voulez poser des questions spécifiques à ce moment-là, créer des adresses de gens qui sont là pour répondre à des questions spécifiques, ils vont le faire de personne à personne, qui vont donc établir, alors ça peut être soit par courriel, soit par chat. Je donnais l'exemple hier, moi quand j'ai un problème avec Bell, j'en ai plus, je suis plus chez Bell, mais quand j'avais des problèmes avec Bell, personnellement ça me stresse de prendre le téléphone et d'appeler, et puis d'attendre. Vous voyez, un quart d'heure, 20 minutes, attendez, on va vous prendre. Non. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur le site et je chattais. Et le chat, pour des raisons que je ne comprends pas, mais en 3 minutes, j'avais toujours quelqu'un. Moi, ça ne me pose pas de problème de poser des questions par chat. Et je sais que c'est personne à personne. S'il y avait eu du Skype, je n'ai pas besoin de Skype en l'occurrence. S'il y avait eu du Skype, j'aurais été ravi de faire ça par Skype. Parce qu'en plus, vous avez quelqu'un en face de vous, vous voyez sa tête, il voit votre tête, tout ça. Bon. Il se passe beaucoup de choses dans la communication visuelle, dans le visage. Vous voyez, si quelqu'un est angoissé, surtout dans le domaine de la santé, vous voyez que ce n'est pas la même chose d'avoir affaire à quelqu'un face à face ou de l'avoir. Et donc, plus vous êtes restrictif dans votre manière de recevoir les questions, en disant on ne fait pas de consultation, et plus vous allez avoir des questions générales. Le risque, c'est pas, si vous voulez, le risque il est double. Le risque il est qu'on est surchargé de questions générales auxquelles on ne peut pas répondre parce que les gens ne peuvent pas exprimer ce qu'ils vont. Et deuxièmement, les gens sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils disent ouais, ils nous disent qu'ils peuvent répondre aux questions, mais ils ne veulent pas répondre aux questions qui nous intéressent. Les patients, ils ont des questions très précises. Ils ont des questions qui les concernent au premier chef, ou leurs parents, etc. Si on leur dit non, on ne fait pas de consultation en ligne, on ne remplit pas la... Mais on peut, encore une fois, faire des forums avec des... Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de chat forums en direct avec des gens qui posent des questions générales sur, je ne sais pas moi, les vaccinations, les médicaments, etc. Et là, effectivement, on peut aborder des questions générales qui informent tout le monde. Là, c'est une sorte de banque de données de questions, c'est une discussion. Et après, on leur donne, ça demande beaucoup plus de disponibilité, mais à mon avis, c'est beaucoup plus important si on veut résoudre des problèmes individuels. On leur donne des adresses de gens qui sont là pour répondre aux questions, en sachant qu'ils ne vont pas répondre tout de suite, ils attendront peut-être 24 ou 48 heures, mais d'un autre côté, on peut répondre de façon plus détaillée, on peut donner des informations sous forme de documents qu'on joint au courriel, on peut donner des liens, on peut donner des adresses, c'est pas la même chose. Et il faut savoir qu'il y aura des demandes pour les deux formes. Enfin, plusieurs formes, mais en particulier ces deux formes-là. Il ne faut pas confondre les deux. Si on confond les deux, on passe à côté de quelque chose. Ce que vous avez à offrir, c'est toujours... De toute façon, c'est pareil. Je me souviens quand j'étais médecin remplaçant, j'ai remplacé un médecin dans la campagne sartoise. Sa salle d'attente, c'était des mauvaises chaises en plastique bancales. Son cabinet de consultation, il y avait un magnifique bureau ancien, et puis il y avait 2 chaises avec un fauteuil génial, et puis 2 fauteuils en plastique devant pour les patients. Et sa table d'examen, bon, d'accord, c'était dans les années 80, mais quand même, sa table d'examen, le drap, il n'était pas changé plus d'une fois par semaine. Est-ce que vous aviez envie d'aller chez ce médecin? Non. Et moi, j'ai pas eu envie de le remplacer plus d'une journée. Ou d'une journée, et vous voulez que je le remplace toutes les semaines? J'ai dit non. Bon. Ce que vous proposez à l'avance conditionne la façon dont les gens viennent vous voir. Donc forcément, si vous faites des propositions de services sans vous poser la question de savoir qui vous sélectionnez par ces propositions de services, il y en a que vous allez éliminer sans vous en rendre compte.
D'où la nécessité de bien examiner quels sont tous les services que vous pouvez proposer de façon à pouvoir toucher le plus grand nombre de gens possible en fonction de leurs affinités personnelles. Dernière question, dernière remarque. Que nous dit la gardienne du temps? C'est encore, on a encore 5 minutes, enfin 2 minutes. Moi, est-ce que je peux rebondir sur ma question? Je vous en prie, je vous en prie. Mais est-ce que déontologiquement, le médecin a le droit de faire, de poser un diagnostic en ligne? Tout dépend de ce que vous appelez poser un diagnostic. Moi, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de formuler des hypothèses. Je dis voilà, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être autre chose. Ce ne sont que des pistes. Vous précisez, ce ne sont que des pistes. Ce n'est pas un diagnostic. Ne serait-ce que parce que un diagnostic, en principe, ça se fait quand on voit les gens, qu'on peut les examiner, qu'on leur fait ouvrir la bouche pour regarder comment est la couleur de leur langue, leurs yeux, etc. Et ça, je leur dis, quand les gens ne comprenaient pas. Quand on me posait des questions dermatologiques, par exemple, je disais, bah, il y a des trucs auxquels je peux répondre, il y a des trucs auxquels je ne peux pas répondre. Bon, il faut vous voir quand même. Mais on peut formuler des hypothèses. En disant, par exemple, ne serait-ce que parce que les gens vous demandent, ils vous contactent en vous disant, j'ai peur que ce soit ça. Par élimination, vous pouvez leur dire, bah, la plus grande probabilité, c'est que c'est pas ça pour tel et tel type de raison. Je ne suis pas catégorique, mais c'est par ordre de fréquence. Vous avez moins de chances d'avoir ce genre de choses qu'un truc plus banal qui va être... Et là, ça me fait insister sur le fait que très souvent, je vous ai dit, hein, les gens, ils vous écrivent parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils sont en situation de honte ou d'humiliation. C'est très important, premièrement, de les rassurer. Et deuxièmement, de leur dire, votre préoccupation est légitime. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas ridicule de poser une question, il n'y a pas de questions stupides. Hein, moi, je répète souvent, il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a que des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Si je peux vous donner une réponse, c'est très bien. Peut-être que je ne pourrais pas, mais enfin, en tout cas, je peux entendre votre question, vous aider à la formuler. Et ça, c'est les deux éléments importants. Vous êtes... je suis sensible à votre crainte et je vais essayer d'amenuiser votre crainte en vous donnant des éléments qui vont vous permettre de dire bah non, c'est pas aussi grave que ce que j'imaginais. Hein, c'est la migraine du garçon. C'est pareil. Hein, je me souviens, j'ai reçu un jour un gamin de 14 ans qui avait une migraine, enfin qui avait un mal de tête épouvantable. Et la mère demandait, c'était à l'époque où il n'y avait pas d'IRM, on commençait à avoir un scanner, il y avait un scanner dans toute la ville. Elle voulait absolument un scanner pour son gamin qui avait mal à la tête. Il a une tumeur du cerveau, Bon, alors l'interne et moi j'étais étudiant et j'avais le résident il a pris la mère, puis moi j'ai pris le gamin et puis je l'ai emmené et puis je l'ai refait entrer dans une salle et je voulais allumer la lumière, il m'a dit non, je préfère pas. J'avais fait mon diagnostic. J'ai fait asseoir, je dis, c'est pas la première fois, il avait une migraine vraie, c'est-à-dire quelque chose de parfaitement bénin, qu'on voit très peu chez les garçons et beaucoup plus chez les filles. Et quand je lui ai demandé, est-ce que ta mère, oui, ma mère aussi, elle est migraineuse. Bon. Et la peur de la mère, c'est qu'il ait une tumeur cérébrale. Quand on lui a dit, madame, vous êtes migraineuse, votre garçon, il a... Mais je croyais que ça touchait que les filles. Ben non, les garçons aussi peuvent être migraineux. Ah bon, ben c'était fini. On avait résolu le problème parce qu'on s'était occupé de sa peur. Pas en lui disant, mais vous êtes ridicule, il ne peut pas avoir de tumeur du cerveau. Non. Vous voyez, la question, c'est que si vous prenez la demande de la personne par le bout qui la concerne, elle, c'est-à-dire par ses émotions, alors là, vous allez répondre à la question. Et moi, si vous voulez, je fais un peu la mouche du coche, c'est-à-dire que l'éducation du patient, c'est très important, l'éducation thérapeutique du patient, c'est très important, mais si on la plaque sur des patients qui n'ont pas défini exactement quels étaient non seulement leurs besoins, mais aussi leurs craintes, parce que des patients asthmatiques qui ne prennent pas leur Ventoline, des fois ils ne la prennent pas parce qu'ils se sont mis dans la tête que c'était dangereux, ils ont lu qu'il y avait des asthmatiques qui en prenaient trop et qui en mouraient. Si on ne prend pas l'éducation du patient par le bout de leurs craintes et de leurs inquiétudes, on passe à côté. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.